Le chemin de fer, ce n'est pas que des locomotives, des voitures, des voyageurs, pardon, des clients. Mais c'est également, on l'oublie trop souvent, une énorme infrastructure. C'est par exemple des milliers de kilomètres de voies, les immenses gares de triage, la signalisation le long des voies. Mais c'est également les ponts, les viaducs, les tunnels et les gares qui servent précisément pour les voyageurs. Et sans cette immense infrastructure, eh bien, il n'y aurait pas de chemin de fer. Voilà pourquoi nous avons choisi comme décor pour vous présenter ce DVD, cette magnifique gare de Lyon à Paris. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, une grande vedette parisienne, la gare Saint-Lazare. Savez-vous que cette gare fut la première grande gare parisienne pour desservir la banlieue, la ligne Paris-Saint-Germain, inaugurée en 1837. Mais la gare Saint-Lazare de l'époque était construite un peu plus au nord, sur l'actuelle place de l'Europe. La gare actuelle, elle, remonte à 1896. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. La gare historique de la Bastille. Et oui, cette ligne de l'Est parisien a été construite pour desservir les guinguettes du bord de Marne. Deuxième bonus, comment ça marche? Et oui, comment gère-t-on le trafic d'une gare? Comment adapter l'offre à la demande? Un exemple, l'évolution d'une gare, la gare de l'Est, à Paris. Troisième bonus, des idées d'avance. Et oui, comment adapter le trafic d'une gare aux circonstances? Un exemple, avec la construction du Grand Stade de France au nord de Paris, on a considérablement modifié et fait évoluer la gare RER de la Plaine Saint-Denis. Quatrième bonus, un homme, un métier, profession architecte de gare. Et oui, ça existe. C'est Jean-Marc Dutilleul. Le chemin de fer a toujours été une source intarissable de sujets pour les artistes. Bimblottiers, modélistes et imagiers ont subi son irrésistible attirance. Les plus grands maîtres de la peinture contemporaine ont brossé et fixé sur la toile son caractère à la fois poétique et viril. Et son image est souvent au cimès des galeries d'exposition, offrant aux visiteurs une sorte de symphonie en couleurs, de fer et de fumée, qui fait rêver à des horizons nouveaux. Proie facile à ses débuts, le chemin de fer fut tour à tour critiqué, plaisanté, et pour le moins glorifié par une foule d'écrivains et d'humoristes. Monsieur Thiers, président du Conseil en 1836, n'avait-il pas dit « Un chemin de fer de Paris à Saint-Germain ». C'est un jouet qui amusera les Parisiens, c'est tout. Il n'était pas méchant, mais d'autres personnages insinuèrent que cet engin était dangereux et malsain. C'est sur la foi de ces polémiques qu'il fut interdit au roi Louis-Philippe d'inaugurer l'embarcadère de Saint-Germain le 24 août 1837. Le roi ne devant pas risquer sa vie en cette circonstance. Ce fut donc la reine Marie-Amélie qui tenta l'aventure au nom de son royal époux. Mais les Parisiens, piqués de curiosité et dédaignant les avertissements des pessimistes augures, firent honneur à cette nouvelle et folle invention. Voilà ce que furent les débuts du premier chemin de fer parisien et de la gare Paris-Saint-Lazare. Devant le succès de l'entreprise, elle dut être rapidement transformée et le pittoresque cédait aux exigences de plus en plus impérieuses d'un trafic sans cesse grandissant et qui atteint aujourd'hui une intensité supérieure à celle de toutes les autres gares parisiennes réunies dont elle est la doyenne.
C'est aussi la plus centrale, car elle est au point d'ouverture d'un éventail qui rayonne et s'épanouit sur les quartiers qu'elle dessert immédiatement et qui sont les plus affairés, les plus commerçants et les plus animés de la capitale. Un jour comme les autres se lève sur Paris tout engourdi de sommeil. 5 heures du matin. Les premiers trains arrivent à la gare Saint-Lazare dans une ambiance relativement calme, amenant de Versailles, de Saint-Germain, d'Argenteuil et de plus lointaines banlieues encore les premiers travailleurs, tandis que d'autres, désertant Paris, se dirigent vers les grands centres industriels de la périphérie ouest. « 7 heures. Déjà 15 000 voyageurs ont été transportés. Une agitation fiévreuse s'empare de la gare. La cadence du mouvement augmente avec l'inexorable progression. Telles de longues chenilles, les rames se faufilent dans les voies et s'insinuent entre les quais qui ressemblent à autant de fleuves humains déversant leurs courants multicolores qui vont aller se perdre et se fondre dans l'océan parisien. En 60 minutes, plus de 40 000 voyageurs ont pris place dans les trains mis à leur disposition. Vendeuses, courtiers, commerçants, midinettes, artisans, employés, enfin tout ce qui fait Paris et n'est pas de Paris se retrouve, se croise, se heurte et se mêle ici dans un bourdonnement de ruches affairées. La poussée de fièvre monte encore. C'est entre 8 et 9 heures que le trafic matinal atteint son paroxysme avec environ 50 000 voyageurs. En 4 heures, plus de 100 000 personnes auront été transportées. Mais on est loin du record quotidien horaire de Saint-Lazare. Le soir, c'est autre chose. Mais n'anticipons pas. Un peu avant 9 heures, les derniers flots s'écoulent sans hâte et presque subitement l'agitation disparaît, faisant place à un calme tout relatif. Si le va-et-vient des rames s'est beaucoup apaisé, il n'en restera pas moins régulier et assez fréquent, car c'est surtout le nombre des voitures qui a diminué, permettant ainsi aux usagers peu soucieux de l'heure de trouver souvent un train à leur disposition et d'arriver presque au centre de la capitale dispos et détendu, comme cet important personnage raisonnable et surtout indifférent au problème de la circulation et à celui du stationnement pour sa voiture. Saisissant contraste, ces petites rues de la banlieue bordées de coquets pavillons aux jardinets fleuris. Toute vie semble avoir disparu. Même dans ces grands immeubles où réside toute une population laborieuse, le calme s'est installé. C'est d'ici et de là que sont partis tout à l'heure et reviendront ce soir les voyageurs sans bagages du travail quotidien. Sur toutes ces terres qui furent verdoyantes et boisées, jadis parcourues par le petit chemin de fer de Saint-Germain, où il y a quelques décades encore les maraîchers arrosaient choux, salades et poireaux, ce sont aujourd'hui des cités et des villes presque entières, véritables fourmilières humaines qui ont été construites ou se construisent, augmentant ainsi de façon prodigieuse d'année en année la densité d'une population toujours croissante. Ceci pose au chemin de fer un problème de transport sans cesse renouvelé. C'est aussi, et c'est encore dans la banlieue de la région parisienne desservie par Saint-Lazare, que sont installées quantité d'usines les plus diverses, et une grande partie de l'industrie automobile constamment en évolution. À quelques kilomètres de la Grande Gare, chaque jour voit, dans ce triage spécialisé, partir vers de lointains destins plusieurs centaines de voitures sorties des ateliers des plus grandes marques françaises.
L'heure tourne. 135 000 voyageurs ont été absorbés. C'est maintenant Paris-Saint-Lazare, la grande gare orientée vers la Normandie. Cherbourg, Rouen, Dieppe, Le Havre, autant de portes largement ouvertes sur les Amériques et l'Angleterre. C'est un foyer de rayonnement sur une des plus grandes parties du monde. Les voyageurs étrangers, souvent hôtes de Paris, ne font-ils pas aussi partie des grands banlieusards de la capitale du monde? Comment faire autrement que de l'affirmer avec la sécheresse peu poétique des chiffres? Annuellement, les relations franco-britanniques représentent 336 000 voyageurs et les transatlantiques 174 000. Tous ces voyageurs partent, plus ou moins joyeux, mais toujours avec une espèce de petit regret nostalgique. Ah, Paris. « 14h30. Les quais et la plateforme sont presque déserts. Le cœur de Saint-Lazare bat au ralenti. Dans les cabines d'aiguillage dirigeant entrée et sortie, le calme a succédé à l'activité. C'est la trêve de l'après-midi. Si l'on peut appeler trêve la période qui voit circuler tranquillement jusqu'à 18h plus de 95 000 voyageurs. Saint-Lazare banlieue, on le voit, n'est pas seulement la gare des travailleurs. Le dimanche même ne lui laisse aucun répit. C'est le jour des fanatiques du ballon rond qu'il faut transporter rapidement au stade de Colombes. Pour certains grands matchs, 24 000 billets sont distribués en 2 heures de temps. Payant leur tribut à la desserte d'une banlieue riche en souvenirs historiques, les trains emportent dans leurs flancs provinciaux et touristes vers Saint-Germain et son château, qui furent, avant Versailles, la principale résidence royale des environs de Paris. Point n'est besoin d'aller loin pour trouver de jolis paysages calmes et reposants, pleins de couleurs douces, comme ceux de l'Île-de-France au milieu desquels se trouve Versailles, la ville royale avec son château, ses jardins, ses parcs, son histoire et son prestige. Mais les dimanches d'été, ce sont surtout les Parisiens de Paris, avides d'air pur, qui se pressent vers les rames de banlieue, afin d'aller goûter dans les bois de Chaville, de Saint-Cloud ou de Marly, un repos bien gagné. La gare Saint-Lazare possède dans son sein un véritable petit village. C'est la galerie des marchands, avec tous ses commerçants et un cinéma, qui offre aux voyageurs toujours pressés et aux chalands qui se bagnaudent leurs services et leurs distractions. Le cadeau qu'on achète ici, parfois pour une fête, c'est aussi l'objet que l'on perd et qu'on ira plein d'espoir rechercher parmi la multitude des objets trouvés. C'est ici le spectacle d'un bazar où rien n'est à vendre. Voici des casiers bourrés d'articles qui feraient la joie de la brocante. Un empereur et un dieu s'y côtoient, perdus en ce milieu profane et terre-à-terre, parmi les choses les plus étonnantes et les plus inattendues, oubliés au hasard du voyage, dans un train, sur un quai, par toute une humanité distraite. Encore un objet trouvé? Non, ce gentil bébé se repose tout simplement au centre d'accueil de l'enfance mis à la disposition des mères de famille qui voyagent. Des mains expertes préparent le biberon comme chez soi, selon la formule rituelle des meilleurs traiteurs. D'autre part, la maman trouvera ici tout ce qu'il faut pour remédier à tout incident technique humide ou salissant, indépendant de la volonté de son charmant bambin.
Sur la place du Havre, les pigeons vivent leurs dernières minutes de tranquillité de la journée. 6 heures du soir, on ferme, on ferme. C'est pour la majorité des magasins, bureaux et ateliers la fin du travail quotidien. C'est l'heure de la grande marée humaine qui monte et déferle comme un mascaré à l'assaut du fleuve. C'est l'heure des gens pressés de goûter un repos bien gagné, loin des bruits de la grande ville. C'est l'heure des rendez-vous et celle de ceux qui n'ont pas rendez-vous. C'est l'heure de tout le monde, c'est l'heure de la foule. Toujours la foule de chaque jour à la même heure. Une foule de gens qui se connaissent et s'ignorent à la fois. Une foule qui marche, qui piétine et monte vers la salle des pas perdus. La fièvre s'empare à nouveau de la grande gare, qui va pendant 1 heure vivre intensément sous le contrôle de ses cabines d'aiguillage. Déjà, loin du tumulte, les premiers libérés du travail arrivent chez eux. Et dans quelques instants, ils ressembleront tous à celui-ci, détendus et confortablement installés sous les frais ombrages de son jardin, à moins évidemment qu'il n'habite en appartement. Et la foule, toujours la foule, irrésistiblement attirée. À la fois spectateurs et figurants, les habitués de Saint-Lazare continuent à jouer leur vrai rôle dans le vrai décor d'une vraie pièce et dont la mise en scène est réalisée par le naturel de chacun. Le rythme va crescendo jusqu'au galop, scandé par le bruit des pas et des trains. Dans les coulisses de cette grande scène parisienne, les machinistes, aiguilleurs rapides et sûrs, commandent les changements de décor. Versailles, Saint-Germain, Argenteuil et autres toiles de fond. Lorsque les horloges et les pendules finiront de grignoter la 60e minute de cette heure cruciale, plus de 67 000 voyageurs auront été transportés par les 141 trains mis en route à la cadence d'au moins 2 par minute. Bientôt 19h, cours du Havre. De plus en plus pressés, les voyageurs de la dernière heure s'agitent et se précipitent vers ce home qui leur promet chaque soir le retour reposant, loin des tempêtes de la ville. La nuit est revenue. Au milieu de la féerie multicolore des enseignes lumineuses, la gare Saint-Lazare s'est assoupie. Mais elle ne dort que d'un œil, et jusqu'à 2 heures du matin, quelques 22 000 noctambules vont lui demander aide et circulation. Ces lumières animées et polychromes sont comme un avant-propos du spectacle de Paris la nuit, offert aux voyageurs étrangers qui arrivent. Elles éclatent comme un feu d'artifice qui serait tiré chaque nuit à la gloire du petit chemin de fer, devenu grand. 378 000 voyageurs transportés en 24 heures, soit largement les populations de 2 villes comme Bordeaux et Dijon réunies, ou bien plus de 3 fois celles d'un port comme Rouen. Voilà ce que chaque jour de la semaine exige de la gare Saint-Lazare, une des plus grandes vedettes de la vie parisienne. Ici se termine l'histoire du petit embarcadère du pont de l'Europe,
devenue la Grande Gare Saint-Lazare. Ah, monsieur Thiers, si vous pouviez voir ça. Presque 380 000 voyageurs par 24 heures. Et ce n'est pas fini, car l'avenir est plein de promesses d'expansion. Aussi, devant cet exemple, peut-on avoir un bon espoir dans les victoires futures du travail humain. C'est vers la fin de 1854 que fut prise la décision de construire une ligne de chemin de fer allant de Paris-Bastille à Sucy-en-Brie et raccordement avec le chemin de fer de Paris à Mulhouse et de Ceinture. Interrompue en 1857, la construction en fut reprise avec vigueur en avril 1858, avec cette fois l'assurance qu'elle serait rapidement menée à bonne fin. Dans le rapport du conseil d'administration du 29 avril 1858, on en trouve la confirmation. Le chemin de Vincennes peut donc désormais être continué sans empêchement. Achevé dans le cours de cet exercice, en même temps que s'exécutent les embellissements du bois de Vincennes, il offrira à cette portion de la ville qu'intéresse à un si haut degré la banlieue qui s'étend du quartier Saint-Antoine à Saint-Maur, un moyen de circulation impatiemment attendu. Le 28 mars 1859, le Conseil pouvait annoncer l'achèvement des stations à l'extérieur de Paris et celui des maisons de garde et des passages à niveau. Enfin, le 22 septembre 1859, la ligne était mise en service jusqu'à la Varenne, et puis, 15 ans plus tard, Boissy-Saint-Léger. Et ce n'est qu'en 1892 qu'elle atteindra Verneuil-l'Étang. Au début de l'exploitation, les voitures ne comportaient que des impériales ouvertes. C'est 20 ans plus tard que l'on vit apparaître les fameuses bidelles. Pourquoi bidelles? Tout simplement parce que les fenêtres des impériales étaient garnies avec 2 tringles de fer placées dans le sens transversal, de manière que l'on ne puisse passer la tête au dehors. Bidel étant à l'époque un dompteur renommé et en plein succès, les voyageurs ne furent pas longs à s'identifier à des fauves en cage. Mais il y avait déjà les gares passées. L'embarcadère des chemins de Vincennes est devenu la gare de la Bastille, bien connue des banlieusards du sud-est parisien. À bout de souffle, le vieux poste Saxby commande toujours aiguilles et signaux. Infatigable, les trains se succèdent parfois à 2 minutes. Malgré la concurrence de l'automobile, la desserte de cette banlieue a été fort honorablement assurée jusqu'au dernier jour entre Paris et Boissy-Saint-Léger, avec 44 circulations, dont 13 directes ou semi-directes.
C'est avec une grande économie de moyens que la gare a vu pour sa dernière année d'existence passer quelques 5 700 000 banlieusards sur ses quais. Et tout cela avec de vieilles locomotives poussives, comme le disent si bien les très informés reporters. Avouez, messieurs, que ça n'était pas si mal. Il fut un temps où, les rames réversibles n'existant pas, un pont roulant était aménagé pour la translation des locomotives. Le 14 décembre 1969, ce sera la fin dans la nuit d'hiver. Pas de ministre, pas de discours, pas de fanfare. Humblement, la gare de la Bastille va entrer dans l'oubli et s'effacer de la carte des chemins de fer. Seul témoin de son activité déjà dépassée, les marches en granit de son escalier. Dans un des derniers panaches de fumée, le vieux train fait place au plus moderne des transports parisiens, le réseau express régional. Et puis c'est l'entrée de l'une des dernières machines au dépôt de Nogent. Deux bâtiments vétustes, marqués par l'histoire, car ce sont ceux du premier dépôt de la Villette, construit en 1849. Le plus ancien dépôt de France va bientôt disparaître sous la pioche des démolisseurs. Lorsque le bulldozer l'aura écrasé, c'est une touchante image et un témoin essentiel de l'histoire des chemins de fer qui disparaîtront pour toujours. Une gare, comment ça marche? Autrement dit, comment conçoit-on les gares de façon à gérer le flux des voyageurs? Vous allez voir, c'est tout un art. Et nous avons pris comme exemple la gare de l'Est à Paris, la plus grande gare de France avec 30 voies à quai. Et vous allez voir, une gare en perpétuelle évolution. Allez, on revient en arrière. Les années 1830-1840, c'est le début du chemin de fer avec un formidable engouement.
À cette époque, on ne savait pas ce que c'était qu'une gare. On s'inspirait de ce que l'on connaissait, c'est-à-dire la voie fluviale. On ne parlait pas de gare, mais on parlait d'embarcadère. Et de fait, les premières gares de chemin de fer ont été conçues de la même façon, avec des quais, le long desquels venaient accoster non pas les péniches, mais les trains. En 1850, avec l'arrivée du train en provenance de Strasbourg, cette gare s'appelle l'embarcadère. Vous notez bien, l'embarcadère de Strasbourg. Une gare tout à fait classique, puisqu'il y avait 4 voies. Donc 2 quais, un quai pour l'arrivée, un quai pour le départ. Et entre les deux, d'espèces de voies de garage sur lesquelles on entreposait le matériel. Parce qu'on formait au fur et à mesure, à la main, et oui, toujours à la main, on accrochait les wagons les uns au bout des autres. Dessus, on mettait une verrière, dont on voit ici le vestige, et puis devant, car c'était une œuvre d'art, d'architecture, c'était le symbole de la puissance des compagnies, c'était les nouvelles cathédrales du XXe siècle, eh bien on mettait un fronton, une façade avec des statues, des colonnades et même une rosace. Voilà la situation en 1850, lorsque Napoléon III a inauguré l'embarcadère de Strasbourg. Et le trafic a augmenté, tant et si bien qu'en 1855, avec l'arrivée de la ligne Mulhouse-Paris qui venait se raccorder à hauteur de Noisy-le-Sec, eh bien, le trafic a augmenté, la gare a commencé à augmenter, on a augmenté le nombre de voies et la gare est devenue la gare de l'Est. Mais personne, à cette époque, ne pouvait imaginer le formidable succès du chemin de fer, et notamment l'explosion du trafic. En 1877, le trafic est déjà multiplié par 4. En 1885, avec le développement de la banlieue, et oui, le chemin de fer a permis l'essor de la banlieue, eh bien, il a fallu agrandir cette gare de l'Est avec un nouveau bâtiment, avec une nouvelle verrière. Et dès 1877, je vous ai dit, le trafic dépasse largement le million de voyageurs, ce qui était colossal. La guerre de 1914 a vu exploser le trafic, tant et si bien qu'en 1925, ici même, on atteignait le chiffre record de 17 millions de voyageurs, ce qui était énorme. Et de fait, eh bien, il fallait augmenter encore la taille de la gare. Et en 1930, pour faire face à l'augmentation, l'accroissement du trafic, eh bien, qu'est-ce que l'on a fait? On a construit une deuxième gare semblable à la première à côté. Et on a relié les deux bâtiments par un autre bâtiment horizontal qui est aujourd'hui un hôtel. Et ce qui donne à la gare cet aspect assez caractéristique qui fait qu'on a appelé la gare de l'Est le petit Trianon du chemin de fer. Voilà donc où on en était après la guerre de 39-45. L'accroissement du trafic de la banlieue a fait que la gare arrivait à saturation. Et la première modification a été l'arrivée du RER Éole Est qui fait que l'on a mis les trains de banlieue sous la gare. De fait, la configuration actuelle est ici, arrivée des grandes lignes, là-bas, départ des grandes lignes et au milieu, les voies réservées à la grande banlieue. Et puis maintenant, nouveau remaniement, nouvelle adaptation. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'arrivée du TGV qui va permettre à nouveau de remanier le plan des voies et puis de redistribuer la gestion du trafic des voyageurs, des clients. En 1994, nous avons su que la Coupe du Monde allait se dérouler en 1998 à Saint-Denis et nous avons monté une desserte du Stade de France. En même temps, nous avions une gare à la Plaine Voyageurs qui était très exiguë. Alors les besoins quotidiens, c'était environ 8000 voyageurs par jour à la Plaine Voyageurs. On a vu très vite ici qu'on est passé à 9000 très vite et nous sommes dans un quartier en pleine expansion et nous aurons bientôt l'une des plus grosses gares de la banlieue nord, à la plaine Saint-Denis. Et puis pour la desserte du stade, le défi c'était de transporter entre 30 et 40 000 voyageurs en 1 heure.
c'est à la fois un lieu pour la fête, les jours de grands matchs, mais aussi un lieu qui doit être très convivial et donc quasiment intimiste dans la vie quotidienne. C'est aussi un lieu qui doit répondre finalement à des sortes de stress très différents, parce que dans cette situation de passage, il y a toujours un petit stress qui accompagne. Et donc c'est à la fois le stress d'agoraphobe coincé au milieu de sa foule, mais c'est aussi le stress de la personne qui vient prendre un train ici à 11 h. Et donc c'est un lieu qui est adapté à toutes ces sortes de situations de voyage. La gare est en pleine ville, mais avec une ville qui est très différente au nord, où il y a le grand stade. On voit des grands magasins qui s'installent tout autour et quelque chose qui va bouger beaucoup. Et puis de l'autre côté, au sud, où on a un quartier d'habitation le long de la rue Cristino Garcia, qui est plein de charme, plein de petites maisons, de jardins, d'industries, qui va se transformer aussi, mais qui est destiné à habiter tout simplement. Et donc la gare, on l'a configurée aussi en fonction de ces deux parties. Au nord, on est en balcon et on est servi par les voies qui sont à 8 mètres de haut. Et donc quand on arrive, on a vraiment l'impression d'être déjà dans le match, là-bas. Et puis au sud, les voies sont beaucoup plus basses, ce qui fait que la gare est beaucoup moins monumentale. On est beaucoup plus près de la ville, on est à 4 mètres de haut, on est vraiment tout près. Là, on est côté ville et on voit que la présentation, elle est beaucoup plus familière, je dirais presque domestique, avec le mur de soutènement en béton blanc. Là, on voit un train qui glisse au loin et qu'on entend à peine. Voilà, donc on voit le spectacle des trains qui montre qu'on est tout près de Roissy ou de Paris ou des autres villes environnantes. Et puis on voit aussi que le toit apparaît de façon très légère, avec ces petites colonnes blanches au premier plan, qui sont en fait des tirants simplement, qui l'empêchent plutôt de s'envoler que de poser, mais c'est ce qui lui donne cette grande légèreté. Et on voit que la lumière passe au milieu, vous voyez la petite fente de lumière qui éclaire le quai, et les grands mâts avec les haubans qui de l'autre côté sont très présents et répondent aux mâts du Stade de France, là viennent en arrière-plan, et leur couleur blanche les fond, je dirais, dans les bleus clairs des ciels d'Île-de-France. Vous savez, on a besoin, où qu'on soit, qu'on habite la ville-centre ou sa périphérie, on a besoin qu'on vous parle. Et les espaces de la ville, ils peuvent raconter des choses ou ils peuvent ne rien dire. Ils peuvent vous dire que vous êtes quelqu'un de très bien, qu'on a pensé à vous. Ils peuvent vous parler des saisons, ils peuvent vous parler de la rencontre, de la communion, ou ils peuvent vous parler de l'exclusion. Les espaces que nous avons fait ensemble avec la ville de Saint-Denis ici sont des espaces où il n'y a pas de recoin, vous voyez, il n'y a pas de... Partout on voit et on est vu, partout on peut se rencontrer. Il n'y a jamais un endroit où on se dit ça n'a pas été pensé, c'est un espèce de délaissé, on nous a jeté l'espace. Ce qu'on voulait, c'est que chaque mètre carré là raconte à celui qui le pratique qu'on a pensé à lui. Bien sûr, quand on choisit des matériaux, on se pose la question de la manière dont ils vieillissent. Et donc, nous réfléchissons à la manière dont les matériaux, je dirais, se patinent plutôt qu'ils se dégradent. Ça, c'est un élément très important dans notre réflexion. Un matériau qui se patine, c'est un matériau où la trace de l'histoire est une trace positive. Les gens qui sont passés avant bonifient le matériau. Et donc, pour faire cela, nous choisissons toujours, comme vous voyez ici, des matériaux utilisés en pleine masse, des matériaux vrais. Donc du béton, du bois, du métal, qui expriment qu'ils sont du béton, qu'ils sont du bois, qu'ils sont du métal. Aucun revêtement, le moins possible de peinture ou de matériaux de surface qui, une fois abîmés, révèlent qu'ils ne sont qu'un cache-misère. Pour accueillir les gens qui allaient vers le stade, il fallait ouvrir largement les quais pour qu'on les traverse finalement. Vous voyez, là on était quasiment sur le toit de la gare, voilà, et on descend sous le toit, et on est dans la ville déjà, au milieu de la rue, de l'avenue, on voit déjà l'avenue qui va nous amener à la gare. Et on est dans un environnement, vous voyez, très éclaté finalement,
On n'est pas sous une grande dalle, comme on dit d'habitude. On voit là à gauche l'un des viaducs qui porte le train. On voit qu'on passe sous le toit de la gare et on voit qu'on est toujours dans la lumière. On est passé dessous et on est toujours sous le ciel. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on a pris la précaution de faire aussi une grande fente de lumière dans le toit de la gare. Et si on redescend de l'autre côté, là, de l'autre côté, on voit la rue qui n'est pas dans l'obscurité, qui est toujours dans le jour. On va voir passer un autre train. Et en profondeur, on voit très loin le trottoir lumineux vers la rue Cristino Garcia. Donc on est vraiment dans un... On n'est jamais dans l'obscurité, l'œil voit toujours le ciel. Pour nous, là, le ciel, si vous voulez, c'est ce qui amène le... C'est le temps qu'il fait, c'est le temps qui passe. C'est la lumière commune à tout le monde, c'est la lumière qu'on verra pendant le match. Quand on va voir un match, le temps qu'il fait ou le temps qu'il va faire, c'est très important. Donc il ne faut jamais quitter le ciel des yeux. On est dans la grande serre du Jardin des Plantes parce que l'architecture des serres a inspiré l'architecture des gares. Les serres ont été en bois pendant du XVIe siècle au XIXe, et au début du XIXe arrive dans la construction le fer ou la fonte. Là, le pont des Arts à Paris en fonte est en 1802. Et il y avait d'ailleurs 2 petites serres au centre du pont, qui étaient les premières serres ouvertes au public, donc qui présentaient des plantes rares ramenées des contrées lointaines par les explorateurs. Ces plantes rares, donc, on les conservait dans des bâtiments en bois et verre, pas très lumineux parce que le bois c'est très épais quand il faut faire des grands volumes comme ça pour créer des espèces de microclimats. Et le fer est arrivé qui a permis d'avoir des membrures très légères entre lesquelles on mettait des petits carreaux. Encore des petits carreaux parce qu'à l'époque le verre se fabriquait en petits bouts de 30 cm en gros. Donc le fer arrive. Et les ingénieurs, alliés aux jardiniers d'ailleurs, se mettent à construire des bâtiments immenses, très lumineux, comme des extérieurs couverts, quoi. L'architecture des gares a repris l'architecture des serres, mais ce qui a remplacé les arbres, c'est les locomotives. Dans ces serres, on retrouvait un ciel nuageux, mais au sol, on trouvait quelque chose de très minéral finalement, très dur, et il fallait sortir de la gare pour retrouver le jardin. Toutes les gares étaient entourées d'un jardin au début. Les compagnies de chemin de fer ont beaucoup planté parce que quand on fait une ligne de chemin de fer, on bouleverse la nature et on veut la reconstituer. Quand on arrive en ville, on ne fait pas un bout de nature, on fait un bout de jardin. Mais c'était dehors. La gare abritait la mécanique et les foules. Et il a fallu attendre un peu notre époque, finalement, pour qu'on réintroduise cette nature sous les grandes verrières, parce que nos contemporains ont dépassé le stade de l'émerveillement devant la technique, finalement, et veulent retrouver un certain équilibre dans leurs espaces de vie. Cet équilibre, on le réclame dans la ville beaucoup. Dans toutes les villes, on réclame des jardins, ce qu'on appelle des circulations douces, on peut se promener à vélo, etc. Et on veut réintroduire le jardin dans la ville. C'est un peu la tendance qu'il y a eu avec les grands jardins du 19e, comme on a appelé des parcs,
qui ont été édifiés. Il y a toute une tradition du parc du 19e avec son kiosque à musique, ses guinguettes, ses massifs inspirés des jardins anglais. Donc il y a eu cette grande tradition des jardins du 19e siècle qui s'est poursuivie jusque dans les années 1900 finalement. Et puis à partir de 1900, toute l'invention des transports mécaniques, les trains, les voitures, se décline dans la ville sous forme de tramways, de voitures automobiles de plus en plus nombreuses, d'autobus qui n'étaient plus des bus à impérial tirés par des chevaux, mais des bus mécaniques. Et cette mécanique fascine complètement les gens, et finalement c'est elle qu'on met en scène. Et le jardin petit à petit disparaît de la ville. On est aujourd'hui en train de reconcevoir et les villes et les espaces du transport autrement, parce que des espaces où les gens passent 2-3 heures par jour sont des vrais lieux de vie. Et donc on redonne de la lumière dans ces espaces. C'était ce qu'on a fait à la gare du Nord quand on a refait la gare des transports d'Île-de-France, toute la gare banlieue de la gare du Nord. On y a fait 2 grandes serres, 2 grandes verrières, on ne sait plus si c'est des serres ou des gares. On ramène la lumière, on ramène le soleil, qui est quand même fait pour tout le monde. Et dans ce courant de retour aux éléments naturels, finalement, on ramène les arbres, le jardin dans la gare. Et on remet des arbres en pot, comme on en voit ici, dans la gare du Nord ou dans la gare de Lyon. On a remis des arbres en pot et on retrouve cette inspiration d'origine de la gare, ce petit monde équilibré, où il fait bon, où on voit de la verdure, où le soleil pénètre, où on a envie de rester. Voilà. La magie de la gare, c'est ça, c'est un lieu qui est fait pour qu'on en parte. C'est justement cette espèce de mystère de l'ailleurs qui fait qu'on a envie d'y rester. Et on a envie d'y rester si en plus on est bien, s'il y a des arbres, s'il y a de la lumière, si les visages sont sympathiques, si les sols sont clairs et reflètent la lumière sur les visages, etc. Quand on met un arbre futile en pot, on change complètement l'ambiance, on fait un signe. C'est vrai que l'architecture fonctionne par signe. Les espaces que l'on fait ne valent que si les gens voient de façon consciente ou inconsciente, ou sentent que ça leur rappelle autre chose. Et donc ces arbres qu'on a mis dans les gares sont faits pour signifier simplement que la nature est toujours présente, même dans ce monde entièrement fabriqué par l'homme. Le thème du jardin est aussi lié aux gares, non seulement par l'architecture, mais également par le fait que le voyage en train vous présente la France comme un grand jardin. Quand on va de Lyon à Marseille, on parcourt la vallée du Rhône et les plaines du Provence en quelques heures, comme on le ferait si on se promenait dans un grand jardin, si on était l'un des géants de Gulliver marchant à travers le jardin de la France. Quand on réfléchit à une gare, donc à l'endroit où le train va s'arrêter, où les gens vont descendre, on est évidemment très attentif, on a envie que le voyage continue sur les 2 jambes des voyageurs, et donc on se balade en amont de leur voyage pour voir quelles images ils ont enregistrées pendant leur voyage. Par exemple, quand on a fait la gare d'Avignon, on allait se balader de l'autre côté du Rhône, et puis on essayait de voir les flashs, notamment par exemple l'arrivée sur la grande ville d'Avignon, qui apparaît presque comme une petite maquette, comme ça, au-dessus du Rhône, pour qu'on travaille les images qu'on va offrir aux gens en continuité avec ce qu'ils ont vu dans le train, finalement.